pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. La guerre, la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo perdure. Il y a de nouveaux développements. Le Premier ministre en tournée en Occident, notamment en Belgique, vient de déclarer qu'il est devenu presque hypothétique de trouver une solution au niveau de la sous-région. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une évidence. Nous avions déjà relevé ça ici depuis qu'on a installé cette fameuse commission. Mais parce que, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut rien attendre à cette commission? Les gens qui sont chargés d'animer sont eux-mêmes impliqués. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui est impliqué puisse se condamner ou chercher des solutions pour renforcer le pays qu'ils essayent de combattre? Je crois que pour ce qui concerne l'Ouganda et le Rwanda, on n'a pas besoin de démonstration. Ils se sont battus dans notre pays, à Kisangani, c'est connu, et ils continuent à chercher à avoir la même mise sur nos richesses. Donc, je ne sais pas s'il faut faire encore une autre démonstration. Alors, moi, je pense personnellement que notre gouvernement doit évoluer sur deux pistes. La première piste, il faut que la population congolaise se prenne totalement en charge. On doit lever la voix, on doit prendre des initiatives chaque jour pour montrer que nous ne voulons pas cela. Et deuxièmement, le gouvernement doit maintenant développer la diplomatie souterraine de la façon la plus efficace en s'adressant à ceux qui financent, parce que moi j'ai rigolé, j'ai lu dans votre gazette et dans les autres, que oui, le virus c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais c'est un secret de polichinelle. On sait que tout justement les États-Unis, il y a quelques temps, avaient envoyé des instructeurs américains, c'est connu. Je crois que c'est ça l'avantage maintenant d'avoir des satellites, c'est que ceux qui ont des moyens de décoder, les décodent, c'est écrit, c'est sur la place publique. Ce n'est pas un secret. On sait que la Grande-Bretagne soutient. Et d'ailleurs, la preuve en est que l'ancien Premier ministre Tony Blair est conseiller Kagame. Donc, il ne faut pas rêver. Nous, maintenant, ce que nous devons faire, c'est que le gouvernement doit s'adresser, comme je l'ai dit, la vraie politique ne se fait pas au grand jour. On doit envoyer des gens qui ont des carnets d'adresses, il y en a, pour qu'on puisse convaincre les grands dirigeants des multinationales, parce que c'est eux, en fait, qui dictent ce que le Conseil de sécurité dit au grand jour, pour leur dire, mais voilà, le Congo est disposé à collaborer avec vous, déterminons les termes de collaboration. On doit le faire le plus tôt possible et en allant directement chez ceux qui décident. Donc la seule diplomatie qui vaille la peine actuellement, c'est la diplomatie souterraine et non tous ces sommets qui se tiennent à Kampala. Non, ça c'est rien, c'est pour amuser la galerie. La MONUSCO ne peut intervenir que dans les limites de son mandat. Mais pour le moment, quel mandat devrait être... bon, peut-être qu'on veut faire appliquer le chapitre 7. Mais même quand on fait ça, je crois, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce sont les Congolais qui doivent se battre avec hargne pour récupérer leur territoire et la MONUSCO peut apporter son aide. Vient à point, comme vient à point. Oui, ça doit être une force d'appoint, non pas la force de frappe. Mais la force de frappe, on en a besoin, on court derrière, ça fait des années, Pierre Mbemba. Oui, mais je crois que maintenant, le moment est venu de se faire harakiri, de pouvoir élaguer tout ce qui a freiné pour qu'on arrive à une armée nationale et républicaine. Je crois qu'il y a beaucoup d'États, il faut les élaguer pour aller de l'avant. Moi, je ne pense pas que le Congolais soit inactif. Mais souvent, ce sont les institutions qui les rendent inactifs. On doit bien payer les soldes des militaires, on doit faire une ossature de notre armée qui fasse que ceux qui sont dedans se sentent sécurisés
et puissent défendre leur pays en connaissance de cause, parce qu'ils ont pris un engagement, ils doivent le faire, mais l'engagement, c'est de deux côtés. Le gouvernement doit apporter tous les éléments nécessaires, l'équipement, le paiement des soldes, le soin de militaires et tutti quanti, pour que ceux-là se sentent réellement impliqués et puissent répondre aux serments qu'ils ont librement prononcés. Pendant ce temps, à Biarmemba, il y a des groupes armés qui quittent la brousse pour rejoindre l'armée nationale. Mais c'est comme si la formule brassage-mixage a pris d'autres formes. Est-ce que c'est à encourager? Bon, qu'un citoyen qui combattait son gouvernement se désolidarise de ce groupe-là et il veut rejoindre la patrie, comme nous disons ici, c'est une bonne chose. Mais je crois que dans l'armée, ils ont des structures qui traitent ce genre de problèmes. Si quelqu'un a combattu pendant X temps, pour des raisons que notre armée ne connaît pas, ben, ils ont un circuit qui s'occupe de ce genre de gens. Il faut le travailler. Si réellement on trouve qu'il a des qualités qui peuvent être utiles dans notre armée, bon, on appréciera. Mais il ne faut pas les prendre comme ça, directement les mettre dans l'armée. Non, parce qu'il faut d'abord travailler son cerveau. Hein? Le problème, ce n'est pas au niveau physique, c'est à l'intérieur. C'est là où il faut travailler. Parce que vous vous souviendrez que je m'étais opposé de la façon la plus claire en donnant des explications. Je vous les événements donnent raison, parce que quand on veut transformer quelqu'un, on doit d'abord le transformer de l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur. Or nous, on s'est occupé de l'extérieur. On dit oui, ça fait nombre, ça va montrer aux gens que nous sommes conciliants, nous sommes de frères, mais nous voyons qu'aujourd'hui la situation se présente à notre désavantage. Faut-il persister dans cette erreur? Je pense que non. Mais les gens qui viennent, on les reçoit, on peut les démobiliser. Et quand on les démobilise, il faut leur donner une autre mobilisation, donc une occupation, pour qu'ils n'aient pas la tentation de retourner de l'autre côté. Or, il s'avère que quand on parle avec certains gens, même ici à Kinshasa, bah, ils se disent oui, bon, nous avons été démobilisés, mais nous sommes abandonnés. Alors, la tentation est grande pour retourner de l'autre côté, parce qu'avec un fusil, on sait qu'on peut avoir 200, 300 dollars. Donc ça, c'est au niveau de l'état-major général de nos forces armées, du ministère de la Défense et de l'Intérieur, on doit prendre certaines mesures qui font qu'on puisse résorber ces gens-là pour qu'ils ne soient pas tentés de retourner de l'autre côté. Alors, Pierre Mbemba, le Premier ministre se rendrait également à temps appris, jusque-là on n'a pas confirmation, à Paris, en France. Est-ce que cette étape est de trop? Est-ce qu'elle est nécessaire? Mais pourquoi elle serait de trop? Parce que je viens de dire que maintenant il faut une diplomatie souterraine. Alors il faut aller partout où on pense qu'on peut trouver écho. Bon, je pense que Paris, c'est la capitale de la France. Nous sommes membres de la francophonie. Et en plus de cela, nous assurons la présidence de la francophonie, bien que la francophonie ne soit pas à Paris, mais on ne peut pas non plus nier qu'aller à Paris peut permettre de décanter certaines situations. Je pense que ça ne serait pas... Surtout qu'au Conseil de sécurité, de temps en temps, c'est la France qui parle des problèmes de la RDC. Oui, d'autant plus que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, je crois que le bon sens veut qu'on puisse d'abord s'adresser chez, entre guillemets, des amis, parce que nous causons la même langue, nous avons à peu près les mêmes approches, pour arranger là-bas, pour que celui-là puisse peut-être nous guider ou nous aiguillonner. Qui d'autre on peut voir après la France? Alors, une question me vient à l'esprit, même si ce n'était pas prévu, Pierre Mbemba. Là, on a des amis comme la Chine, mais qui ne donnent pas de la voix au même degré que la France. Est-ce que ce sont des amitiés sincères là-dessus? Mais je l'ai expliqué la dernière fois ici. Le danger, la faiblesse de nos relations avec ce que nous appelons des amis, parce que ces relations ne sont pas profondes, ne sont pas... Elles sont superficielles. Hein. C'est superficiel, ne sont pas réellement motivées. Alors on se dit, mais pourquoi avais-je aidé fermement quand je ne sais pas exactement quel est l'intérêt? Vous savez, dans ces milieux-là, hein, le général de Gaulle l'avait répété plusieurs fois, entre les États, il n'y a que des intérêts. J'avais dit, si nous voulons faire un choix
nous devons savoir, nous voulons aller avec les Chinois pour faire quoi, pourquoi, comment et pour quel intérêt. Hein? Nous devons poser les mêmes questions quand nous voulons traiter avec l'Union européenne en tant que bloc, avec la Russie en tant que bloc, avec les États-Unis en tant que bloc, ou ce que vous appelez l'autre jour là, les pays émergents. Il faut que nous ayons des intérêts croisés, qui se compénètrent, et que chacun sait que si je lâche, je perds quelque chose. Mais si je sais que je lâche, je ne perds rien du tout. Pourquoi dois-je me fatiguer? On s'en fout. Oui. Alors, Pierre Mbemba, on prend le deuxième volet de notre émission de ce soir. Le Rwanda, qui est désormais élu, c'est déjà acquis, qui va siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Oui. C'est une actualité qui a fait couler encre et salive en RDC. Mais pourtant, tout était plié visiblement bien avant. Ah oui, mais parce que nous aimons être... nous sommes épidermiques. Nous sommes sentimentaux. Hein? Non, le monde ne se dirige pas avec des sentiments. Je l'avais dit ici. Hein? Bon, les Américains, par exemple, les Anglo-Saxons, il faut des rapports où on encense la gouvernance rwandaise. Quand ils vont là-bas, ils font des bonnes affaires qui marchent. Donc pour eux, le Rwanda est un verrou qu'il faut protéger. L'Ouganda est un verrou qu'il faut protéger. Mais nous, on considère que nous sommes une espèce de passoire. Hein? Un vide. Pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de pouvoir nous faire des cadeaux. Hein? Nous faire des cadeaux. Oui, parce que nous-mêmes, nous ne donnons aucun cadeau. Vous comprenez? Hein? C'est pour ça qu'il faut que maintenant nous repensions totalement notre stratégie diplomatique sur tout le plan, stratégie économique, financière, sociologique, et parlementaire, tout ce que vous voulez. Il faut que les autres sentent que le Congo est réellement un partnership, comme disent les Anglais, un partenaire. Mais si on est partenaire simplement pour aller recevoir, tu deviens un fardeau. Alors les autres cherchent à se décharger de ce fardeau. Et c'est ça notre grande difficulté. Donc moi, quand j'ai entendu les gens pleurnicher ou crier sur tous les toits, mais c'est prévisible. Il faut vivre avec son temps. Il faut suivre les événements. Se mettre à l'ère du temps. Ah oui, il faut se mettre à l'ère du temps. Hein? Alors, Pierre Mbemba, déjà, au niveau de la sous-région Afrique de l'Est, le Rwanda était choisi. Tout le monde... Si ce que déclare notre diplomatie est vrai, tout le monde serait informé des incursions du Rwanda et du soutien du Rwanda au M23. Mais malgré cela, tous les pays d'Afrique de l'Est ont désigné le Rwanda. Oui, mais pourquoi? Parce que le Congo jusqu'à présent, c'est un géant au pied d'argile. Donc en quelque sorte, nous devenons un élément d'insécurité ou d'insécurisation pour les autres. Hein? Alors il faut qu'ils se disent, il faut avoir un État qui a une armée qui montre que peut défendre son État. C'est ça. Vous pensez qu'on devient grande puissance, pourquoi? Parce qu'on a un grand territoire? Non. Parce qu'on a la tête et on sait anticiper, et répondre. Oui. Hein? Donc il n'est pas nécessairement dit parce qu'on est grand que nécessairement on est... Hein? Bangladesh c'est un grand pays, mais ce n'est pas une puissance mondiale. Même si la sous-région Afrique orientale a choisi le Rwanda, mais comment est-ce que ce pays est passé également à travers les mailles de l'Union africaine? Là au moins, beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres États du continent comprennent la démarche congolaise. Oui, mais même réponse. Le Congo qui devait être, comme j'avais dit l'autre jour, un gang du quartier, il ne l'est pas encore. Alors on passe en périphérie. C'est ça notre grande difficulté. Je crois que nous, le petit qui joue ce rôle-là. Oui, parce que nous, le Congolais, ce que nous devons éviter, c'est cet orgueil béant que nous avons de dire nous avons un grand pays, mais un grand pays ne veut pas dire que nous sommes puissance. Nous sommes une puissance virtuelle. Nous devons le rendre, faire devenir ça une puissance réelle. Hein? À l'époque de Mobutu... Et là, il y a un océan. Ah oui, à l'époque de Mobutu, le Zaïre était une puissance. Tout le monde passait par le Zaïre. Le Zaïre pouvait dire au Rwanda, non, nous, c'est un tel qui va passer président. Ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, non. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc nous devons maintenant retravailler notre diplomatie en termes stratégiques pour savoir qu'est-ce que nous devons faire.
il faut que rapidement on puisse revigorer notre armée, qu'elle devienne réellement une armée dissuasive, pour que les autres commencent à dire, ah non, 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 nous devons rentrer dans nos plates-bandes. Mais pour le moment, réelle dimension. oui, mais pour le moment, ils se disent, quand nous essayons, il n'y a rien. Ils avancent. Ah oui, la nature a horreur du vide. Oui, vous entendez leur diplomatie, on dit quoi? Oui, mais nous, on veut faire de nous des victimes. En fait, le Congo, parce qu'il n'est pas capable de faire la gouvernance de base. De base, c'est-à-dire au niveau de communes, de provinces, de collectivités, tout ça. Oui, c'est ce que nous devons arranger premièrement. Alors nous allons récupérer, retrouver notre leadership et ces pays se mettront au pas. Alors puisqu'il y a cette question qui est soulevée, la gouvernance de base, là il faudrait peut-être organiser des élections locales. Est-ce que ça peut aider à fonder cette gouvernance? Oui, mais peut-être même pas si on parlait des élections, c'est de mettre des petits gouvernements, mais qui fonctionnent. Qui ont un réel impact. Ah oui, qui ont un réel impact. Que si on lève un impôt, cet impôt doit être réellement recouvré. Hein? Parce que la grande difficulté que nous avons au Congo quand on dit qu'on n'a pas d'argent, il y a ce qu'on appelle en jargon technique la capacité d'absorption. Nous ne sommes même pas capables d'absorber tous les impôts qui devaient rentrer dans l'assiette de l'État. Toutes les taxes, les amendes, et j'en passe. Tout ça, ça se dilue dans d'autres endroits que là où ça devait être, c'est-à-dire le trésor public. Hein? Donc nous devons arranger ça. Si nous faisons ça, alors l'administration qui a besoin d'aller chercher son dû va s'organiser avec une police, avec une gendarmerie, avec les inspecteurs, partout. Les gens vont travailler pour ramener. Parce que si l'État n'a pas d'argent, il ne pourra jamais avoir une armée républicaine. Il ne pourra jamais financer l'armée, ni la police, ni la sécurité. Ok? Par voie de conséquence, il y aura un désordre, un laisser-faire, un laisser-aller. Donc, nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, le gouvernement, le Parlement, doivent prendre conscience que la nation est en danger. Nous n'avons plus de temps à perdre. Surtout, ne nous laissons pas berner par des discours mielleux ou des déclarations mielleuses. J'ai entendu que oui, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général des propositions spéciales. Je ne sais pas quelles propositions spéciales. Bon, peut-être qu'on a mal traduit l'anglais en français. Vous voulez peut-être dire spécifique. Mais c'est connu. Est-ce qu'on peut demander au même secrétaire général qui a invité le président Kabila et le président Kagame a claqué la porte et est parti. Et pas chez lui, aux États-Unis. Parce que lui, il sait exactement, je vous ai dit que lui, il a une fixité, il doit prendre. Lui et Kagame, c'est une fixité. Vous n'allez pas... Museveni plutôt. Museveni, pardon. Vous ne pouvez pas enlever ça aujourd'hui. Pour eux, c'est vraiment une obsession. Il faut que la mort qui puisse les empêcher de pouvoir atteindre cet objectif. On ne comprend plus le Conseil de sécurité. D'un côté, les Nations Unies, en fait, d'un côté, ils commandent des enquêtes qui incriminent des pays, qui citent nommément des personnalités, et de l'autre côté, on déroule le tapis rouge pour un membre qui est impliqué dans des actions aux conséquences ô combien dramatiques sur le plan humanitaire. Oui, mais parce que généralement, nous avons tendance à confondre un État et des individus. On n'a pas accrédité Kagame, on a accrédité le Rwanda. Eux, ils font la part des choses. Ils font la part des choses. Nous devons apprendre à connaître un peu tous ces arguties, parce que sinon, on sera toujours dans l'erreur. On veut dire quelque chose, alors qu'eux, ils pensent à autre chose. Ils ont accrédité la République rwandaise. Pour quelques raisons que je viens d'avancer ici. Tout le monde parle de la bonne gouvernance au Rwanda. Alors quand nous regardons en termes microscopiques, on se rend compte que le Rwanda n'est pas démocratique. Mais ça, c'est selon notre acception. Mais pour eux, on voit qu'il y a de l'ordre, que les choses tournent, que l'économie tourne, que l'administration, je suis même une émission, on montrait que voilà, la commune fonctionne, l'hôpital fonctionne, et qu'on peut prendre quelqu'un, l'amener, il est soigné, tout ça. Vous comprenez? Ils regardent ces agrégats-là. Alors ils disent, tiens, ça c'est un pays qui est
dans la voie de l'émergence. Hein? Ils sont pratiquement à la lisière. Hein? Mais nous, on dit, mais tiens, vous avez suivi l'étude que les Américains ont publiée. On a dit, comme les États, toutes les provinces ne sont pas reliées par les chefs-lieux, tout ça, donc c'est un non-État. Hein? Parce que ces études reviennent comme ça, curieusement, d'une façon planifiée, cyclique, hein, qu'on dit non, bon, d'ici 20 ans, 30 ans, la RDC ne va pas exister dans sa forme actuelle. Donc il y a des gens qui y travaillent, mais ils prennent des paramètres qu'ils mettent en place. Bon, je n'accepte pas ces paramètres, mais il y a certaines évidences. Donc c'est à nous à faire un effort, à commencer à améliorer rapidement certaines situations, pour qu'on soit capable de savoir à tel endroit qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, moi j'étais très embêté d'apprendre que les services de sécurité rwandais étaient chez nous et que nous ne connaissions même pas exactement le nombre. Mais c'est très embêtant pour un État. Hein? C'est que quelque part, il y a un laisser-aller, un laisser-faire. Ce sont toutes ces choses-là qui démontrent aux autres que nous n'avons pas la capacité. Vous comprenez? Et tout le monde attend, parce que je sais que nos politiciens aiment bien dire ça, le Congo à la forme du revolver, la gâchette se trouve. Oui, mais tu peux avoir la gâchette sans savoir comment on l'a fait marcher. Peut-être quelqu'un d'autre viendrait. Oui, alors, donc, toi, au lieu d'appuyer au milieu, tu appuies à l'extérieur, la balle ne va pas partir. Alors quelqu'un d'autre va prendre, va appuyer, et puis la balle est partie. Et c'est ça notre grande difficulté, nous devons changer. Alors, Jean-Pierre Bemba, vous avez répété, changer. Mais on va changer quoi? Le personnel ou le mental? C'est d'abord le mental. Le problème du Congolais, c'est le mental. Hein? Beaucoup de gens me prennent pour un fou. J'entends toujours mes frères congolais, sœurs congolaises dire Congo et baby. Mais Mbok et Beba Kate, c'est l'occupant. C'est le Congolais où tu as baby bongo et c'est Beba. Alors il ne sait pas comment il doit travailler pour le pays, l'intérêt public n'est plus en vue, etc. C'est ce qui fait que Mbok et baby. Parce qu'il y a un laisser-aller, un laisser-faire. Demain matin, si le Congolais prend conscience, c'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avais dit bravo pour l'organisation de la francophonie. Oui. J'ai été agréablement surpris de voir qu'on peut faire des choses. Mais continuons dans cet élan, on peut faire beaucoup. Et nous pourrons récupérer. Donc il faut la volonté et vouloir bien faire. Nous en sommes capables. La volonté, c'est beaucoup plus la volonté politique. Oui, politique, sociologique, on peut ajouter spirituel. Mais il faut la volonté, avec un grand V. Hein? Nous voulons être une puissance. Une puissance, ça se décide. Mais nous attendons que les autres disent que nous sommes une puissance. Hein? Ils ne feront pas de cadeaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Pas du tout. Hein? Tous les autres pays ici, maintenant, ils sont contents de voir que nous sommes faibles. Hein? Alors, ça leur donne la possibilité d'essayer d'émerger. Parce qu'ils savent que si demain, avec tout ce que nous avons vécu, que nous reprenons conscience de notre rôle, nous allons les étouffer. Hein? Puis il y a des études. Bon, nous étudions quand même, il y a plusieurs... nous réfléchissons, nous savons comment on peut affaiblir tous les autres pays qui sont ici. Mais il faut que d'abord le Congo puisse jouer son rôle. Hein? D'être... Sarkozy avait dit que nous devons être le phare et la locomotive. Mais un phare, pour que ça puisse fonctionner, il faut l'allumer et l'entretenir. Autrement, il va s'éteindre, tout en existant, mais sans jouer son rôle de phare. Et c'est la situation du Congo aujourd'hui. Alors on va revenir encore dans l'Est, cette fois-ci au niveau de l'Assemblée nationale, où le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a été interpellé. Il y avait une motion de défiance contre sa personne, mais il s'en est tiré avec 202 voix contre 168, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est parfois ça sa démocratie, hein? Oui, le revers de la démocratie. Bon, le gouvernement actuel a sa majorité. C'est très difficile qu'on puisse laisser tomber un membre du gouvernement qui fait partie de la majorité. Mais je pense que stratégiquement, on aurait pu approfondir encore cette question, parce que ce faisant, on donne l'occasion aux autres de dire que, vous voyez, bon, la gouvernance n'est pas encore au top au Congo, parce que sous d'autres cieux, comme il y a beaucoup de revers sur le plan militaire, le bon sens aurait commandé que le ministre, pour une question de narcissisme, d'amour propre, de démissionner
et qu'on mette quelqu'un d'autre. Et même sur le plan politique, oui, ça mettrait aussi les chefs de l'État à l'aise. J'y arrive. Et les chefs du gouvernement. Et sur le plan politique, ça aurait permis au président de pouvoir choisir quelqu'un d'autre. Parce que quand on démissionne, ce n'est pas nécessairement sur nous qu'on a démérité, mais c'est pour laisser un peu la place pour qu'on puisse respirer mieux. Comprenez? Bon, on ne l'a pas fait, bon, c'est dommage, mais je crois que ça a apporté de l'eau dans les moulins des autres, à dire, bon, vous voyez, mais vous savez... Ils ne savent même pas tirer les conséquences de la gestion. Mais là, on a constaté que le vote en faveur de cette motion était de 164 voix, ce qui implique aussi les votes de la majorité. Ben, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que tous réagissent d'une façon automatique. Ce ne sont pas des robots. Ils ont quand même des sensibilités. Oui, ils ont des sensibilités. Et puis bon, vous savez, la majorité constitue à peu près de 80 partis politiques. Bon, je doute fort que les 80 partis politiques, tous les membres puissent réagir toujours de la même façon. Je ne pense pas. Bon, ce qui montre que la démocratie, entre guillemets, est en marche. Mais l'exercice était quand même intéressant. On a appris des choses. Les révélations faites par le ministre démontrent que, quelque part, il y a des choses qui se font. Donc, ceux qui ont tenté d'étouffer les débats autour de cette question avaient totalement tort, à mon sens. Bon, oui, bon, vous savez, c'est ça le danger parfois en démocratie. Bon, quelqu'un qui est dans l'opposition, il faut bien qu'il montre qu'il fait des recherches. Parce qu'il peut me dire des choses qui n'existent pas, mais pour simplement provoquer. C'est aussi ça, la politique. Vous savez, la politique, bon, ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, tous les moyens sont bons pour montrer que j'ai parlé, pour montrer que j'ai réagi, ainsi de suite. Bon, moi, je pense que j'ai suivi un peu, malheureusement, le courant était parti, mais j'ai suivi les explications du ministre. Il a dit certaines choses qui sont fondées, mais... Qui assurent même. Oui, mais ici... Je crois que c'était un problème de responsabilité politique. Oui. Je crois que le Parlement aurait dû aller dans ce sens-là. On pouvait lui donner un autre poste. Ce ne sont pas des postes qui manquent. On peut faire une permutation, etc. Bon, mais bref, bon, nous sommes en démocratie. Le Parlement a décidé. Bon, il faut accepter ça comme tel. Nous faisons des analyses pour peut-être un peu... les pousser à dire, tiens, peut-être la prochaine fois, on regardera 2 fois. Alors, la dernière question, le programme économique du gouvernement connaît quelques difficultés. Les 4e et 5e revues n'ont pas été concluantes. Le FMI considère qu'il y a des contrats qui ne sont pas publiés par la GCAMI. Là, nous risquons de connaître un crash, et ce qui veut dire que le PEC 2 risque de ne pas être conclu. Est-ce que vous ne pouvez pas lancer un appel pour qu'on puisse rapidement corriger ce qui peut être corrigé? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui doit être corrigé, mais je pense, à mon humble avis, d'après mes réflexions, notre gouvernement devrait faire un effort de regarder d'abord dans ses propres capacités. J'ai fait le calcul, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en programme avec la Banque mondiale, avec l'FMI. Mais on ne voit rien venir. OK? Est-ce qu'il n'est pas possible de prendre un engagement avec le peuple? Bon, voilà, pendant 5 ans, nous allons faire ceci, mais nous-mêmes. Ça va, vous savez, j'aime bien Saint-Exupéry, il a dit « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle ». Toutes ces choses-là sont des obstacles pour nous. Mais commençons à dire, bon, on nous empêche de faire ceci, de faire ceci. Tout ce que nous devons faire, nous devons toujours... Moi, j'ai dit un jour à l'ambassadeur de Belgique qui est parti, j'ai dit, j'attends que l'Occident, dans son entièreté, puisse convoquer une table ronde ou une conférence où l'Occident va reconnaître les erreurs qu'ils ont commises pendant des années en soutenant Mobutu et d'autres gouvernements. Parce qu'on a soutenu Mobutu à bras-le-corps. Nous avons des dettes qui datent de cette date-là, mais l'Occident était là, voyez. Mais quelles sont les réponses que nous donnons quand ça ne marchait pas? Ah, vous êtes un peuple souverain. Quand ce sont des erreurs, nous sommes souverains. Quand nous devons mener certaines actions, nous sommes plus souverains. Et je crois que notre gouvernement aujourd'hui, notre Parlement, doivent prendre ces choses-là en compte pour réfléchir. Parce que moi, je pense que vos histoires de page 1, page 2, je ne sais pas quoi, ça nous amènera nulle part parce qu'à chaque fois, ils vont chercher
un cheveu dans la soupe. Hein? Pour dire, ah non, 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 il y a ça. Et ça coince toute la machine. Non. Hein? Sous d'autres, s'ils sont en train de lâcher du lest, hein? j'ai entendu, j'ai lu hein? Que bon, la Banque mondiale, FMI, on dit non, bon, il faut un peu assouplir certaines mesures. Mais quand vous demandez à un peuple de serrer tout le temps la ceinture, mais un jour la ceinture, il risque de l'épousser. Il va l'étouffer, il va mourir. C'est notre cas aujourd'hui. Moi, je crois que nous avons suffisamment de gens intelligents qui réfléchissent. Est-ce que nous devons persister dans cette voie avec la Banque mondiale, avec les FMI? Il y a d'autres voies. Hein? Nous devons les explorer. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini? Ah, tolembi ye asilisi nzete.